Bonjour tout le monde et merci de votre participation à cet atelier qui rentre dans le cadre de la deuxième édition du SALTIS, qui est le Salon des algorithmes, des sciences, technologies et de l'innovation du Sénégal. On a voulu organiser cette session avec Simplon, qui est un partenaire. Donc, merci Yaï, merci Mariem pour la collaboration. Et donc, ça va tourner autour de l'IA générative. Donc, c'est un sujet aujourd'hui qui est discuté un peu partout. Après, l'intelligence artificielle en général. Mais comme il y a une belle évolution technologique autour de ces IA-là, autour des algorithmes, donc il y a des extensions qui naissent tout le temps. Et parmi ces extensions-là, il y a bien sûr ce qu'on appelle l'IA générative. Le planning qu'on va parcourir est celui-ci. Donc d'abord, on va faire une introduction générale de l'intelligence artificielle avec une définition. On va un peu parcourir l'historique de l'IA, ensuite donner quelques applications. Et après ça, on va dire le pourquoi de l'intelligence artificielle, pourquoi on l'utilise aujourd'hui un peu partout, et pourquoi l'être humain, nos entreprises sentent ce besoin-là d'utiliser les technologies de l'IA. Et après ça, on va faire une petite démonstration. Je pense qu'on aura accès à une connexion Internet en utilisant l'outil ChatGPT. Sur quoi on va démarrer, c'est la définition de l'intelligence artificielle. Avant de pouvoir en tirer profit, de comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord comprendre son définition. C'est quoi exactement l'intelligence artificielle? Et si on prend l'expression intelligence artificielle, elle est composée de deux mots. Il y a d'abord le mot intelligence et il y a le mot artificiel. Nous, on va tenter de donner une définition de chacun des mots. D'abord, le mot intelligence. Donc, si on tente de définir ce mot-là, c'est généralement défini comme la capacité mentale que nous avons à apprendre, à comprendre, à résoudre des problèmes complexes, à percevoir des relations complexes. Donc, à travers beaucoup d'informations que nous avons retenues, que nous avons reçues, arriver à faire un croisement de différents paramètres pour en tirer une conclusion ou même donner une réponse face à une question. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai adressé la question qui a déjà utilisé ChatGPT. Vous avez tous répondu, moi. Donc, pourquoi? Parce que vous avez déjà utilisé ChatGPT dans le passé et vous avez stocké cette information-là sur son utilisation. Raison pour laquelle vous êtes en mesure de me répondre en me disant, moi, je l'ai déjà utilisé. Donc ça, c'est l'une des parties de l'intelligence. Savoir utiliser des informations que nous avons eues, que nous avons retenues dans le passé pour pouvoir répondre à une question ou également résoudre une problématique devant nous. Ensuite, d'apprendre à partir de l'expérience du passé, donc c'est juste l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, et d'adapter son comportement en conséquence. Donc ça, c'est une tentative de définition de l'intelligence. Je dis une tentative parce que très clairement, il y a plusieurs définitions qui existent de partout. Ensuite, si on prend le mot artificiel, c'est la description de quelque chose qui est créé par l'intervention humaine plutôt que d'origine naturelle. Si on prend par exemple les arbres dans les forêts, etc., bien sûr, il y a une intervention humaine quelque part parce qu'il faut faire le reboisement, mais à part ça, c'est quelque chose qui vient du naturel. Parce que le fait que l'arbre grandit, etc., donc ça émane du naturel. Maintenant, quand on prend l'intelligence, il y a une intervention humaine derrière. Et dans cette partie-là, il y a ce qu'on appelle les algorithmes, la notion d'algorithme. On va y revenir tout à l'heure pour tenter de donner une définition également de ce qu'est un algorithme. Donc, l'être humain intervient artificiellement dans les ordinateurs en fournissant des algorithmes. Et ces algorithmes-là sont injectés dans les ordinateurs. Et à partir de ce moment-là, on a ce qu'on appelle des systèmes d'intelligence artificielle. C'est le cas typique de Google Maps. Quand vous utilisez Google Maps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé en venant ici ou pas, Google Maps? Ok, très bien. Donc, vous fournissez à Google Maps votre destination. Et l'application derrière laquelle il tourne des algorithmes d'intelligence artificielle vous donne le trajet optimal. Et quand on parle ici d'optimalité, c'est-à-dire c'est le trajet dans lequel il y a le moins d'embouteillage, mais également il y a le chemin le plus court. Donc, réunis tous ces paramètres-là, on a ce qu'on appelle l'optimalité de la trajectoire. Donc, ça aussi, c'est une tentative de définition de ce qu'on appelle l'artificiel. Et quand on bascule sur l'intelligence artificielle, là, on dit lorsque l'intelligence devient artificielle. L'intelligence, c'était une faculté humaine à l'origine. Maintenant, l'être humain, on va y revenir tout à l'heure. Il y a plusieurs informations qui circulent à la minute à la seconde. Donc, bien sûr, nous sommes intelligents, l'être humain. On a aussi cette capacité-là à retenir des informations. Mais si ça explose, là, notre capacité à retenir diminue. Donc, par exemple, si on faisait un jeu ici, je dis à cette première personne-là, Keboudian, et cette personne communique Keboudian à cette deuxième personne communique Keboudian à la troisième, on a de fortes chances qu'à la quatrième personne, elle communique Kebouketia à la cinquième personne. Parce qu'il y a plusieurs informations qui circulent à la minute.
Et donc, on a de fortes chances à perdre les informations qu'on reçoit au fur et à mesure. Et on va y revenir tout à l'heure parce que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'être humain fait usage à l'intelligence artificielle et aux ordinateurs. Donc, si on définit l'intelligence artificielle, c'est le processus d'imitation de l'intelligence humaine. C'est lorsque les ordinateurs pensent, réfléchissent et tentent de prendre des décisions. Si vous m'aviez demandé, par exemple, pour quitter Malika et aller à, je ne sais pas, Kermessar, quelle trajectoire prendre, moi, je pourrais vous proposer une trajectoire en utilisant mon intelligence humaine et le fait que j'ai déjà parcouru cette trajectoire-là. Mais peut-être dans le trajet, il y a des embouteillages, il y a d'autres paramètres des routes qui sont en mauvais état que je ne maîtrise pas moi. Mais Google Maps, à travers son intelligence artificielle, arrive à maîtriser ça en temps réel. Donc, au lieu de m'adresser la question, ce serait mieux de l'adresser à Google Maps pour avoir beaucoup plus de chances à retrouver la trajectoire qui est la plus rapide et dans laquelle il y a des routes qui sont en bon état, mais également dans laquelle il y a le moins d'embouteillage. Donc ici, l'ordinateur imite l'intelligence humaine et son but, son objectif est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme le font les humains. Donc ça, c'est typiquement l'intelligence artificielle. Donc on va tenter de retracer très rapidement l'historique de cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle des modèles génératifs, on parle de ChatGPT, mais avant ça, il y a eu une évolution de ces intelligences artificielles. Donc elles viennent de quelque part. Et il y a un célèbre philosophe qui disait, la connaissance du passé nous permet de comprendre notre présent et de construire notre avenir. Donc ici, par ricochet, comprendre l'historique de l'intelligence artificielle nous permet de comprendre ce qu'elle est aujourd'hui. Et si on comprend ce qu'elle est aujourd'hui, on a de fortes chances à en tirer profit pour construire notre avenir, pour se construire du travail ou bien construire une entreprise qui pourrait être active dans ces domaines-là. Donc ici, on va retracer des années 1950 à la période contemporaine à laquelle nous vivons actuellement. Donc la première apparition, c'est en 1921 avec les machines penchantes. Donc là, c'était dans une pièce théâtrale dans laquelle l'auteur avait modélisé, avait dessiné des machines qui pensent. Mais là, c'était à l'étape vraiment embryonnaire, quoi. L'étape dans laquelle il n'y avait ni développement, il n'y avait ni d'ordinateur. On essayait juste de faire des dessins, de faire des modélisations, etc., des modélisations artistiques. Ensuite, à partir de 1950, les scientifiques rentrent dans le jeu. Et il est très clair qu'il fallait que les scientifiques interviennent. Donc, derrière les intelligences artificielles, il y a beaucoup de mathématiques parce qu'il y a des algorithmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ces algorithmes-là, par exemple Google Maps, hein, l'application utilise pas mal les algorithmes que vous avez appris au lycée ou si vous avez déjà la chance de faire des mathématiques à l'université, tels que les théorèmes de Pythagore. Donc, vous connaissez le théorème de Pythagore, voilà, ça marche dans un triangle, quoi, en quelque sorte, donc où on prend l'hypoténuse. Donc, peut-être Google Maps va vous dire, au lieu de parcourir les deux côtés du triangle, ce serait mieux de parcourir directement l'hypoténuse. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est que derrière ces JA tournent beaucoup de modèles mathématiques. Et c'est à partir de là que les scientifiques rentrent dans le jeu, avec une première conférence qui a été organisée en 1956. Et le but de cette conférence-là, c'était de réfléchir, donc, ou d'émettre des idées sur comment on peut mettre en œuvre ces intelligences artificielles-là à l'échelle planétaire. D'abord à l'échelle nationale, parce que ça a démarré en Britannique, aux États-Unis, mais aussi à une échelle planétaire avec des projets de recherche qui sont très ambitieux. Ensuite, par la suite, vient Alan Turing, qui est un brillant mathématicien, informaticien britannique. Lui, ce qu'il a commencé à faire, c'est d'émettre la théorie qu'on appelle le test de Turing. Donc, il est venu devant un ordinateur et il a essayé de faire une mesure pour voir à quel point l'ordinateur peut penser comme les êtres humains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le test de Turing et il a utilisé très clairement des procédés mathématiques pour y arriver également. Et c'est à partir de là que l'intelligence artificielle a pris son envol. Après, par la suite, il y a eu des périodes de crise, donc avec, comme on le sait, les philosophes qui font pas mal de critiques sur différents sujets. Et les critiques que les philosophes faisaient, c'est que on investissait à cette époque-là beaucoup d'argent dans ces intelligences artificielles, sans prendre le temps de comprendre quelles sont leurs implications socio-économiques. Et ça, moi, je suis d'accord en partie. Avant de pouvoir les implémenter aussi, il faut comprendre là où elles vont mener nos sociétés. Quels sont leurs impacts, surtout sociétal. Et c'était ça, les critiques de ces philosophes-là. Donc, raison pour laquelle on a connu ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, une période de crise. C'est de 1970 à 1980. Ensuite, à partir de 1980, là, ça reprend, avec les recherches qui ne cessent
de se lancer sur les laboratoires de recherche avec de nouveaux projets, très ambitieux également. Et ça continue avec une évolution fulgurante. Jusqu'aux années 2010, là où on connaît les géants du web tels que Google, Facebook, Amazon, qui rentrent en jeu. Et l'exemple que j'aime tant donner, c'est deux exemples d'ailleurs. C'est d'abord sur Facebook. Quand vous ouvrez votre page Facebook en matinée, on vous propose directement une publication. Donc il faut savoir que cette publication-là n'est pas aléatoire. Elle vient de quelque part. Sur quoi la plateforme se base pour vous proposer une certaine publication? Par exemple, Ami Diop habite à Kermassar, Charles Faye habite aussi à Malika. Donc Malika et Kermassar, c'est presque la même zone. Hein. On peut dire que voilà, c'est des gens qui aiment peut-être aller à la plage ou bien voilà, faire du foot. Donc ça, c'est des paramètres que la plateforme collecte chez la population de Malika et de Kermassar. Et donc, si une personne qui habite à Kermassar se connecte sur la plateforme, donc la plateforme va collecter toutes ces informations-là, ces préférences, et va essayer de les proposer à une personne qui habite également à Malika, parce que c'est dans un même segment de zone, en quelque sorte. Donc Facebook se base sur vos données de navigation. Si vous cliquez sur une publication qui parle, par exemple, qu'est-ce que je ne veux pas encore utiliser Thieboudian, parce que voilà, on risque de me taxer de quelqu'un qui aime le Thieb. Mais si Facebook vous propose une publication qui parle, par exemple, de voyage, vous cliquez sur cette publication-là en disant j'aime. Donc la prochaine fois, très clairement, la plateforme va l'utiliser pour vous proposer d'autres publications qui parlent de cette thématique-là. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et la plateforme utilise de l'intelligence artificielle des algorithmes pour analyser tous ces paramètres-là, analyser toutes vos préférences pour vous proposer ces genres de publications. Ensuite, le deuxième exemple, c'est Google. On utilise tout le temps la plateforme et on pense que c'est gratuit, mais ce n'est pas du tout gratuit. Je pense que tout le monde, nous avons des comptes Google, on est d'accord. @Gmail, à tous. Hein. Donc, on ne paye rien. Hein. On est d'accord aussi, on ne demande pas de carte bancaire pour payer quelque chose ou bien de Wave. Donc, l'utilisation est gratuite, mais derrière, on paye. Et avec quoi on paye? On paye avec nos données. Avec nos données personnelles, avec nos données de déplacement, avec nos données socio-économiques. Donc, la plateforme utilise ces données-là pour les revendre aussi, hein, par exemple à Facebook, pour que cette dernière-là puisse nous cibler à travers des campagnes publicitaires. Et ces campagnes-là sont proposées à des entreprises. Je suis juste en train de faire ces détails-là pour vous permettre surtout de cerner et de comprendre comment utiliser ces plateformes-là et aussi surtout faire attention aux données qu'on laisse dans ces plateformes parce qu'elles collectent tout type de données. Voilà, sans même réfléchir parce que c'est des IA, quoi, qui collectent ça. Donc ça, c'est la renaissance de l'IA. Ensuite, on va basculer sur le pourquoi de l'intelligence artificielle. On l'a un peu broché tout à l'heure. Nous sommes à l'ère du big data, actuellement, ce qu'on appelle le big data. Alors, je vais reculer un peu. Je pense que le pourquoi, il est caché. Mais bon, voilà quoi. Donc, pourquoi l'intelligence artificielle? Nous sommes à l'ère du big data. Et le big data est caractérisé par des centaines de milliers de données qui sont générées à chaque seconde, partout et de différentes sources. Il y a des données qui sont issues de nos caméras. Il y a des données qui sont issues de nos voix, parce que là, je suis en train de parler, je m'exprime, donc j'émets de la donnée à travers ma voix. Il y a des données qui sont émises à travers ce qu'on capte dans notre environnement. Vous êtes en train d'observer les gens qui sont au niveau de la salle, d'observer la présentation. Donc là, vous captez des données. Et la présentation également, elle émet des données. Mais si vous m'adressez la question, quels sont les mots exacts que j'ai utilisés dans ma phase d'introduction à cette présentation, il y a 90% de chances que je ne réponde pas bien à cette question-là. Pourquoi? Parce que je les ai perdus la plupart. Après, on a une capacité mémoire, encore une fois, l'être humain, on en a, mais elle est assez limitée en termes de stockage. Donc, on stocke, il y a ce qu'on appelle la mémoire RAM. Donc, cette mémoire RAM-là qui est stockée au niveau des ordinateurs est carrément imitée au niveau de l'être humain. Donc, on a également cette mémoire RAM-là qui signifie Read Only Memory, mémoire à lecture seule. On lit une information et très rapidement, on l'oublie. Donc, c'est à partir de là que l'intelligence artificielle intervient pour nous permettre d'analyser des centaines de milliers de données en un laps de temps. Au lieu d'être là devant l'ordinateur ou bien devant un fichier Excel pour comprendre 100 paramètres et avoir une idée dessus, on donne à l'ordinateur ça et il arrive à le faire en 2 secondes au maximum. Donc ça, c'est vraiment la raison principale qui fait que les entreprises aujourd'hui, nos institutions, nos États font appel à l'intelligence artificielle et c'est très important. Maintenant, ça dépend de la manière dont on l'utilise. Je pense qu'il faut l'utiliser d'une manière très responsable pour que ça puisse servir à un volet économique, mais également à un volet social. Là, il y a quelques applications qui vont dans ce sens-là. Ça permet d'assurer l'efficacité et la productivité avec l'automatisation de certaines tâches. Peut-être il y en aura parmi vous qui feront de la gestion, qui seront appelés à manipuler des fichiers Excel.
Donc, au lieu d'être encore une fois devant ce fichier Excel-là pour croiser les paramètres, vous pouvez utiliser un logiciel derrière lequel tourne de l'intelligence artificielle pour faire ce croisement-là très rapidement. Ensuite, il y a l'innovation et la découverte que l'intelligence artificielle et ses algorithmes permettent de faire, parce qu'il y a plusieurs données derrière lesquelles il y a beaucoup de connaissances qu'on peut tirer. Et il y a les solutions personnalisées aussi, dont j'ai donné l'exemple tout à l'heure de Facebook. Le fait de personnaliser le contenu que la plateforme vous propose en fonction de vos préférences, en fonction de vos historiques de navigation. Là aussi, il y a d'autres applications qui sont données, mais qui vont dans un sens de l'impact social et futur. Donc, la transformation industrielle, donc là, ça concerne un peu plus plutôt les industriels. La création d'emplois, donc là aussi, c'est très important. Et je pense que voilà, j'y tiens beaucoup, surtout dans le cadre du sujet auquel nous sommes en train de traiter aujourd'hui, l'IA générative, qui est aujourd'hui très utilisée, et je pense qu'il offre beaucoup d'opportunités. ChatGPT, par exemple, si vous êtes appelé à rédiger des rapports qui vont dans une démarche commerciale, parce que vous travaillez pour une entreprise, par exemple, qui vous paye chaque fin du mois et qui vous demande de rédiger des rapports, donc ChatGPT peut intervenir dans ce sens-là. Mais attention, et là c'est important, et ça me permet aussi de répondre à une éventuelle question qui pourrait venir. Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre nos emplois? Donc par là, l'être humain doit être au début, au centre et à la fin. Je suis devant mon ordinateur, j'utilise ChatGPT. C'est à moi de demander à ChatGPT ce que je veux, comme sortie. ChatGPT utilise son intelligence artificielle pour me fournir les résultats. Maintenant, devant le résultat, c'est à moi d'être très responsable. Si je l'utilise pour fournir ça à mon patron, à mon entreprise, directement en copie littérale, là, c'est de ma responsabilité et c'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Il faut très clairement critiquer ce que ChatGPT a donné pour voir les expressions. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des implications sociales, des implications économiques derrière avant de pouvoir l'utiliser? Et c'est à partir de là que nous, on peut utiliser notre capacité mémoire intellectuelle et intelligence pour intervenir ou participer de ce que l'intelligence artificielle fait. Donc, par là aussi, encore une fois, l'IA n'est pas là pour remplacer l'être humain, mais elle est là pour nous aider dans nos tâches quotidiennes, pour nous rendre un peu plus rapides. Parce qu'encore une fois, le monde, il évolue et je pense qu'il faut s'adapter à ces technologies-là. Il ne faut pas se placer à la place de quelqu'un qui critique tout le temps. Mais il faut se placer à la place de quelqu'un qui a cette démarche-là d'en tirer profit d'une manière intelligente. Ensuite, on a les défis éthiques et sociaux. On en a parlé tout à l'heure avec les plateformes Facebook et Google qui collectent beaucoup de données dans les utilisateurs et qui les utilisent tout le temps et partout et qui les vendent d'ailleurs à des entreprises. On a eu cette histoire-là dans les élections présidentielles aux États-Unis à l'élection de Donald Trump. Donc, Donald Trump avait utilisé les données de la plateforme Facebook à des fins de campagne électorale. Et la plateforme a très clairement eu des soucis par la suite. Mais pourquoi? Parce que les États-Unis ont su imposer une réglementation claire, solide et qui est respectée par toutes les entreprises. Raison pour laquelle Facebook a été convoqué en audit pour s'exprimer sur ce sujet-là. Donc nous aussi, je pense au Sénégal, à l'échelle africaine aussi, on a besoin vraiment de ces réglementations-là qui sont très claires. Mais je pense que nos organismes sont en train d'y travailler et on en aura très rapidement. La nécessité d'une réglementation éthique. Donc ça, c'était le dernier point que j'ai souligné. Ensuite, on va dans l'IA générative. Alors, là, c'est l'IA générative. Donc, c'est ce dont on va tenter de définir très rapidement. Et donc, si on tente de donner une définition, l'IA générative, c'est issu de l'intelligence artificielle, bien sûr, comme son nom l'indique, mais qui est dans une démarche de génération, c'est-à-dire ça génère du contenu, que ce soit du contenu en image, du contenu en vidéo ou bien du contenu en texte. Et la plupart du temps, c'est du contenu en texte. Et en termes de statistiques, ce qui circule sur Internet en termes de données, le texte arrive en première ligne. Parce que voilà, quand on publie sur Facebook, même si on publie une image, on utilise du texte avec des hashtags, avec des explications sur notre publication. Et si on discute également sur WhatsApp ou on écrit un mail, là également on utilise du texte. Donc le texte, il compose une grande partie des données que nous recevons sur Internet. Et là, si on définit l'IA générative, c'est une catégorie d'intelligence artificielle qui se concentre sur la création de données, de contenus et de choses artistiques. Donc, il y a aussi les artistes qui l'utilisent aujourd'hui pour créer des dessins. Et ça aussi, c'est un gros sujet de débat. Et il y a beaucoup de critiques derrière sur la disparition surtout du métier de l'artiste. Donc ça, c'est l'IA générative. Ensuite, si on tente dans un nouveau angle, l'intelligence artificielle générative est un type de système d'intelligence artificielle capable de générer du texte. Donc ça, c'est surtout le volet texte, comme ChatGPT. Je demande à ChatGPT de me générer, par exemple, une explication de la dynamique de l'agriculture au Sénégal dans les années 2000.
ChatGPT est capable de le faire parce qu'elle a très clairement emmagasiné ces données-là qui relatent l'agriculture au Sénégal dans les années 2000. Par contre, voilà, il y a des limites parce que donc ils ont puisé toutes ces données d'Internet à partir des années 80 jusqu'à l'année 2021. Mais si on part au-delà de l'année 2021, l'application a du mal à générer du contenu. Donc, elle va très clairement répondre que je n'ai pas stocké de données sur des informations qui vont après l'année 2021 et l'année 2023. Mais ça, pour l'avoir, il faut acheter. Et c'est à partir de là aussi que les ayants du web font leur modèle économique. Donc, attirer les gens sur leur plateforme. Voilà. À un certain moment, les gens sont très intéressés. Et derrière, ils peuvent imposer, bien sûr, des modèles économiques pour faire payer les gens. Donc, ça, c'est l'IA générative. Maintenant, comment ça marche? Sur le volet texte, on fonctionne avec ce qu'on appelle des prompts. Donc, on est devant notre application, on écrit du texte. Après, d'une manière claire, hein, parce que aussi, si on écrit du texte qui n'est pas clair, qui ne définit pas très clairement ce qu'on va obtenir comme réponse, l'application va nous fournir une réponse qui n'est pas cohérente. Donc là, c'est ce qu'on appelle un prompt. Et je pense que aussi, c'est une démarche d'auto-formation qui est assez intéressante et qui peut beaucoup aider les étudiants, les jeunes surtout, à tirer profit de ces intelligences artificielles-là génératives. Ensuite, l'autre volet, c'est des images. Donc, devant l'application, on peut lui fournir une image et lui demander, par exemple, de faire la description de cette image-là. L'application va nous dire que cette image-là, elle parle de tel sujet, elle parle de tel sujet, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est très puissant. Donc, ça, c'est dans une démarche d'utilisation, mais aussi, on peut l'utiliser d'une autre manière. Donc, il y a ce qu'on appelle des API derrière l'application ChatGPT. Mais jusque la partie gratuite de ces API-là n'est pas très, très intéressante. Donc, pour avoir quelque chose de très intéressant, il faut carrément acheter. Il faut aller dans une démarche commerciale et économique. Donc, dans la partie image, on peut lui fournir une image pour lui dire de décrire l'image en utilisant bien sûr l'API. Et l'application est capable de nous dire cette image-là, elle parle de ceci, elle parle de cela, etc., etc. Et aussi, il y a la partie coding aussi. On va y arriver tout à l'heure. Donc, je vais lui demander de nous fournir du code. Et l'application sera capable aussi de le faire. Mais encore une fois, le code que l'application va nous fournir, c'est du code basique. Donc, si vous êtes développeur, c'est à vous de mettre la main au niveau de ce code-là. Donc, l'application vous donne le départ, quoi. Et c'est très avantageux. Elle va vous donner le départ à un niveau de 30%. Et c'est à vous de compléter les 60% qui restent avec ce que vous voulez faire exactement. Donc, comment en tirer profit? On peut en tirer profit sur plusieurs domaines d'application, énormément de domaines d'application. Donc, il y a ce qu'on appelle la Translation and Language Services, ce qu'on appelle les traductions et services de langue. Si vous êtes aujourd'hui devant un long texte fourni par exemple, un avocat ou bien voilà, un cabinet d'audit, ce texte-là, il est en langue française et que le cabinet d'audit veut ce texte-là en langue anglaise, par exemple, parce qu'il travaille avec des partenaires qui ne parlent que l'anglais. Donc, vous, en tant que partenaire ou employé ou collaborateur de ce cabinet-là, vous pouvez bien sûr utiliser l'application pour très rapidement obtenir la solution. Et derrière, prendre bien sûr quelques minutes quand même pour relire ce que l'application vous fournit comme contenu, pour être sûr que tout est OK avant de fournir ça comme livrable. Donc ça, c'est la traduction. Vous pouvez le tenter avec ChatGPT, ça marche très bien. Il y a ce qu'on appelle aussi les content creation. Donc là, c'est la création de contenu. Quand vous êtes un community manager, par exemple, dans une entreprise, ChatGPT peut vraiment, vraiment aider avec la génération de contenu. Vous dites à ChatGPT, mon entreprise Simplon, par exemple, participe au Saltis. Proposez-moi un texte de publication pour attirer le public à venir visiter notre stand au Saltis. ChatGPT est capable de vous proposer un texte vraiment qui attire le public et qui attire vraiment l'attention. Mais encore une fois, ChatGPT ne connaît pas, peut-être pas très bien, Simplon. C'est vous qui connaissez parfaitement Simplon. Donc, c'est à vous de mettre la main dessus et de pouvoir faire les corrections nécessaires avant de l'utiliser. On va prendre un dernier exemple qui est la santé et la recherche médicale. Donc, la recherche médicale, c'est un domaine aussi qui avance très bien. Aujourd'hui, au Sénégal aussi, il y a beaucoup de projets qui se lancent autour de ce sujet-là. J'ai vu récemment un projet qui s'appelle AI Déclic pour SN qui s'est lancé, qui consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour, dans une démarche de early warning, early detection. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont développer une application qui va interconnecter les agriculteurs aux utilisateurs qui sont au niveau des communautés. Donc, les agriculteurs, chaque matin, vont utiliser l'application et vont prendre des images au niveau de leur plantation. L'application derrière est capable, à travers ces algorithmes d'intelligence artificielle, de dire que dans cet arbre-là, il y a un problème, il y a une maladie, il y a une pathologie. Et si tel est le cas, l'application va générer automatiquement une alerte vers les communautés.
Et ces dernières-là vont prendre les précautions nécessaires pour dire qu'il faut faire attention. Dans les 2 prochaines semaines, il ne faut pas manger de mangue qui vient, par exemple, de ce manguier-là, parce qu'il y a des risques de contamination et d'épidémie. Donc ça, c'est un projet très ambitieux qui est en train d'être lancé ici au Sénégal, dans un laboratoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, juste pour dire que, en tant que jeune, il y a vraiment beaucoup d'opportunités à tirer autour de ces intelligences artificielles-là. Et je pense vraiment qu'il faut en tirer profit, quel que soit votre domaine d'activité. Si vous travaillez dans la santé, si vous travaillez dans l'agriculture, dans l'élevage, vous avez vraiment la possibilité de les utiliser pour les appliquer. Ensuite, je pense qu'on va aller vers la partie démo. Donc, on ne va pas prendre beaucoup de temps ici. Ce qu'on va faire ici, on va juste lui demander de nous générer du texte pour une certaine thématique. Ensuite, on lui demande de nous générer du code pour faire quelque chose. Malheureusement, le code, on ne pourra pas le compiler parce que voilà, je n'ai pas ouvert mon environnement de compilation, mais voilà, on pourra juste voir le code. Et vous verrez à quel point cette application-là peut arriver à aider les jeunes à se créer de l'emploi, mais aussi à aller dans une démarche d'entrepreneuriat et de création de startups. C'est sûr et certain que si vous avez cette curiosité-là et cette motivation à creuser ce que ChatGPT peut vous donner en matière technique sur du développement de logiciels, etc., vous pourrez aboutir à une création d'entreprises, de startups qui pourraient bien sûr répondre à des problématiques, que ce soit côté agriculture, côté santé, ici au Sénégal et à l'échelle africaine. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon navigateur. Donc, normalement, vous avez déjà utilisé l'application, donc vous connaissez parfaitement comment se connecter, voilà quoi. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'utilisateurs dans la salle de ChatGPT, et ça, c'est très bien. Il faut vraiment en tirer profit et aller au-delà. Utilisez-le pour faire du code, utilisez-le pour penser à créer une start-up qui pourrait aider, qui pourrait non seulement vous aider à créer de la valeur ajoutée, mais aussi aider le Sénégal quoi, et l'Afrique. Donc là, ce qu'on va lui demander tout simplement, c'est qu'est-ce qu'on va lui demander, ChatGPT? Est-ce que quelqu'un peut me donner un prompt texte? La deuxième partie sera du code, mais pour la première partie, on lui demande juste de générer du contenu. Hein? Bon, on va tenter. Hein? Une blague. Ouais, ça risque de... Alors, par contre, là, elle risque de ne pas bien répondre. Pourquoi? Elle n'a pas d'informations. C'est ça. Parce que voilà, ChatGPT, ces informations se limitent sur l'année 2021, alors que le Saltis là, a été lancé en 2022. Par contre, après, je pense que des publications sur le Saltis ont existé vers septembre 2021. Et il se peut que l'application ait la chance d'en tirer quelques-unes. Peut-être on va voir. Ça dépendra de la qualité de la connexion pour la génération. Voilà, là vous voyez, donc, il me donne, ChatGPT me donne une réponse qui est carrément erronée. Après, la réponse à laquelle je ne m'attendais pas, parce que moi, Saltis, c'est le salon des algorithmes, salon international des algorithmes des sciences technologies. Mais là, il arrive quand même à me donner une réponse en puisant de sa base de données. Donc, il me dit Saltis, acronyme de système d'alerte et d'information locale sur les chars gaz. Après, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc là, il continue avec le développement. Et c'est à partir de là que ce que je disais tout à l'heure est assez quand même important. Donc, il faut vraiment prendre le temps de surveiller ce que la solution vous donne comme sortie, comme réponse. Parce que là, si votre entreprise vous demande voilà, de faire des recherches et de lui fournir un rapport, vous utilisez littéralement ça, vous le copiez littéralement et vous le fournissez à l'entreprise, là, il y aura des soucis, c'est très clair. Donc, il faut avoir cette critique-là à la fin des résultats. Donc, on va lui demander une autre question, peut-être. Avez-vous des idées? Non? Hein? Donc, je sais que Yacine est là, de l'IRD. Donc, raison pour laquelle j'aime bien utiliser l'exemple sur l'agriculture. Donc, on va prendre l'agriculture au Sénégal pour voir ce que ChatGPT va nous dire. Alors, ou bien je prends la recherche. Maintenant, quand je dis à ChatGPT la recherche en agriculture au Sénégal, ChatGPT me dit la recherche en agriculture au Sénégal est un domaine essentiel pour le développement économique et social du pays. Elle vise à améliorer la productivité agricole, à renforcer la sécurité alimentaire, à favoriser la résilience face aux changements climatiques et à promouvoir des pratiques agricoles durables. Plusieurs institutions et initiatives jouent un rôle
crucial dans ce secteur. Donc, on a l'Institut de recherche en agricole. Ensuite, on a les programmes gouvernementaux qui arrivent, les partenariats internationaux et collaborations. On a le développement de pratiques durables aussi et les formations et sensibilisations. Voilà, donc je pense que voilà, Yacine, ça vous concerne beaucoup ça. Donc ça, c'était le deuxième point. Ensuite, le dernier, on va demander à ChatGPT de nous écrire tel code. Est-ce que vous avez une idée? Donc, je vais bien préciser Python. Donc, je dis à ChatGPT de me fournir du code Python pour analyser des données sur le climat. Donc là, ChatGPT va faire la génération et croyez-moi, le métier du développeur ne va pas disparaître. ChatGPT va donner la réponse à 30%. C'est au développeur de prendre les 70% restants. Et donc là, ChatGPT va beaucoup aider le développeur parce qu'au lieu de perdre du temps sur les 30%, donc ce temps-là sera utilisé ailleurs pour peut-être tester sa solution, être sûr que la solution est correcte, etc. Donc là, il me fournit du code pour analyser des données sur le climat. Imaginons si quelqu'un d'entre vous sort demain de Simplon et qu'il soit appelé par la météo pour faire ce type d'analyse-là. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour produire du code et faire très rapidement les analyses sur les données climatiques à Dakar ou au Sénégal, par exemple. Et Météo sera très content de votre profil parce que vous arrivez à fournir du code qui arrive à créer des dashboards pour analyser leurs données sur la météo. Donc ça, c'était la deuxième application avec laquelle on peut faire sur ChatGPT. Et il y a plein d'autres applications aussi. Donc juste le dernier message, c'est que c'est une belle opportunité. Donc explorons-la. Et en tant que jeune, je pense que voilà, il y a beaucoup de possibilités pour créer du business derrière et arriver à résoudre des problématiques aussi. Donc c'était tout pour la présentation. Je vous remercie si vous avez des questions.